iragile ngira me forora. Meme baba ninga kala nebe iragile ngira me forora. Imuti mirio wi mede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Mesdames, Messieurs, quel bonheur de vous savoir encore très nombreux aujourd'hui à l'écoute de votre programme favori, Manège du Savoir. Manège du Savoir qui accueille ce jour un homme de loi, Maître Joseph Claude Biliga, avocat au barreau du Cameroun, conseiller municipal à la commune de Ndom dans la Sanaga-Maritime, un amoureux de la poésie. Maître, bonjour et bienvenue à Manège du Savoir. Bonjour, merci de m'avoir invité à votre émission que je suis beaucoup et avec beaucoup d'intérêt. Merci et merci de nous suivre et nous te comptons parmi nos fidèles amis désormais. Parlez-nous un peu de vous, qui êtes-vous, Maître Biliga? Un philosophe disait le moi est haïssable. Donc parler de moi, ce serait un peu être narcissique. Mais puisque vous me posez la question, vous avez dit que j'étais avocat, oui. Je suis membre du conseil de l'ordre des avocats. Je suis le trésorier de l'ordre des avocats. Ça, c'est professionnel. Oui. Toujours dans le cadre professionnel, je suis expert agréé au ministère des Marchés publics. Et de l'autre côté, dans le cadre extra-professionnel, je suis, vous avez dit, conseiller municipal à la commune de Ndom depuis 12 ans. Oui. Je suis membre du comité de suivi du budget d'investissement public pour la région du littoral. Après avoir été pendant 6 ans le vice-président du comité régional, du comité départemental du Vouri. Je suis membre du comité de suivi et évaluation en charge du système judiciaire et du cadre juridique des affaires de la Commission nationale anticorruption CONAC. Voilà, hein, je peux encore citer d'autres occupations. Vous êtes membre du Rotary. Oui, je suis... Vous faites partie du club Châtrois, c'est oui, ça? Oui, beaucoup d'autres choses. Je suis membre fondateur du Rotary Club de la Jos, le président fondateur, en fait, le premier président d'un club, du troisième club Rotary de la ville de Douala. J'ai été adjoint au gouverneur du district 9150 de Rotary. Le district 9150 a 10 pays de l'Afrique centrale. Et je postulais pour être gouverneur. Malheureusement, j'ai été battu aux élections. J'ai eu des échecs également dans ma vie, naturellement. Mais vous continuez à faire ce qu'il faut pour un Mais membre bien sûr, je continue à être un fervent partisan, membre du Rotary Club de Douala Dios. J'ai été rotaraxien, donc j'ai rejoint le Rotary, ça fait plus de 20 ans. Oui. Donc c'est un mouvement que j'adore et dans lequel je me trouve comme un poisson dans l'eau. Oui, Maître, on dit de ce mouvement que c'est sélectif, il faut avoir un parrain, des choses, parfois on dit ce ne sont que des riches. Qu'est-ce qu'on en dit? Oui, il y a une part de vérité dans ce sens qu'en fait, au niveau du Rotary, on ne dépose pas une demande. On doit être parrainé par quelqu'un qui pense que vous avez les qualités requises pour pouvoir être membre d'un Rotarien et que vous avez les moyens pour permettant de pouvoir payer les cotisations. Ouais. Si vous n'avez pas ces moyens, naturellement, vous ne pouvez pas faire partie du Rotary. Mais seulement, il faut noter que les cotisations sont en fonction du club, mais également de la localité. Un club Rotary de Douala, les cotisations ne seront pas les mêmes qu'un club concret à Idéa ou en Konsamba. Ça veut dire qu'en fait, au Rotary, on est là-bas parce qu'on représente une profession. Il faut donc avoir une profession. Si vous êtes planteur, il faut être le meilleur planteur ou l'un des meilleurs planteurs. Si vous êtes un avocat, il faut être l'un des meilleurs avocats. Parce que même les planteurs peuvent être... Mais bien sûr, en Konsamba, il y avait dans le club Rotary de Konsamba, il y avait des planteurs. Parce que c'est une zone agricole, c'est normal qu'on y trouve les planteurs. Et si on va aider, c'est sûr qu'on va trouver des cadres qui travaillent à l'UQAM, à l'UQAM. Et à l'époque, il y avait à Elsonel et autres. Donc en fait, on tient compte de la société dans laquelle le club évolue. Si un club est dans une ville où il y a beaucoup de banquiers, si c'est une ville industrielle, on trouvera beaucoup d'industriels. Si c'est une ville agricole, on trouvera l'essentiel, c'est que ce sont des personnes qui soient de bonne moralité et qui aient l'éthique professionnelle et qui, naturellement, sont capables de payer leurs cotisations. Bien du maître, revenons au barreau du Cameroun. Vous êtes un membre influent. Et comment se porte le barreau aujourd'hui? Je suis heureux, hein, heureux de dire que le barreau se porte bien. Oui. Heureux de le dire parce qu'il y a cela 2 ans, vous vous rappelez très bien,
le barreau ne se portait pas si bien. Nous avons failli frôler la catastrophe au niveau du barreau, compte tenu du fait que le président de l'Assemblée générale et le bâtonnier de l'ordre à l'époque ne se sont pas entendus. Et ça a failli créer une scission interne assez importante. Et grâce à la compréhension des uns et des autres, et à l'intervention d'un de nos confrères, Maître Nico Allais, qui a pu nous réunir dans une salle, dans un hôtel de la place, en juin 2012, nous avons pu conjurer ce sort. Et je suis heureux parce que j'ai été de ceux qui ont participé à la restauration de l'harmonie au sein de notre barreau. Je faisais partie des 7 personnes qui ont signé ce protocole de festation, entre guillemets, ce cessez-le-feu, qui a permis qu'il y ait des élections qui ont eu lieu en août à Bamenda 2012, et au cours desquelles j'ai été réélu, membre du Conseil de l'ordre, j'étais déjà, ça faisait 4 ans, et le bâtonnier Maître Sama Francis Assanga m'a fait l'honneur de me désigner trésorier. Donc je dis, aujourd'hui le barreau se porte bien. Il y a quelques petits problèmes, quelques remous, je pourrais dire, mais qu'on essaie de gérer. Le barreau se porte d'autant plus bien que nous nous avons fixé des objectifs, entre autres, et restaurer la dignité de l'avocat. Lorsque vous arrivez à Yaoundé aujourd'hui, vous voyez le siège du barreau, vous êtes content de ce siège. Oui. Et mieux encore, il y a quelques semaines, nous avons acheté un terrain par devant un hôtel de 2036 mètres carrés en pleine Yaoundé, sur 2 rues bitumées. Et je suis content quand même qu'au moment où nous aurons sans doute à passer la main, que nous puissions montrer ce bilan en disant aux confrères, voilà, nous avons un terrain, il nous faut des moyens pour pouvoir construire un hôtel des avocats et où nous pourrons être logés. Comme l'hôtel des députés, quoi. Comme l'hôtel des députés, mais avec des salles de conférences et autres. Ce matin encore, j'étais avec le bâtonnier et nous en avons parlé. Nous avons rencontré des confrères de la région du Sud-Ouest et on a eu à leur parler de ça également. C'est une fierté pour le barreau d'être debout, d'être unis et de pouvoir voir l'avenir avec beaucoup plus de... Comment je peux dire ça? Avec beaucoup de fierté, d'espoir. D'espoir, oui. Voilà. D'espoir. Et comment réagissent les autres membres du barreau? Ils sont consentants? Quel est le code de tout ça? Oui, moi je pense que ça va. On essaye de communiquer. Parce que la plupart du temps, ce qu'on reproche, qu'on a même reproché à l'ancien Conseil de l'ordre, c'est que nous ne communiquions pas suffisamment. Parce que les choses se feront, elles se feront. Mais quand les mandants, ceux qui nous ont mandatés, n'ont pas de feedback, ils ont l'impression qu'on ne fait rien. Il y a des soupçons et on pense Voilà, c'est pour cette raison que nous communiquons. Chaque fois qu'il y a une occasion de communiquer, le bâtonnier le fait, à travers les médias. Chaque fois qu'on pose un acte qui est positif, on communique. Et je crois que de plus en plus de confrères sont conscients du fait que nous travaillons, et nous travaillons pour le rayonnement du barreau du Cameroun. Mesdames, Messieurs, vous êtes à bord de Manège du Savoir qui reçoit ce jour Maître Joseph-Claude Biliga. Il est au barreau du Cameroun, avocat au barreau du Cameroun et conseiller municipal du côté de Ndom. Si vous le voulez bien, Maître, gravissons la colline Ngorben pour arriver dans cette localité qui est dans la Sanaga maritime. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à la politique? La volonté d'aider mon village. Oui. C'est égoïste, mais c'est vrai, en réalité. En réalité, je l'aime de le dire, hein, je suis natif de Douala. Je découvre mon village, je suis étudiant à l'université, je suis en troisième année d'université. Lorsque j'ai envie d'aller découvrir mes origines, en fait, j'y vais et je découvre que mon village est hyper enclavé et, je voulais dire, sous-développé, très sous-développé. Dans ce cas-là, généralement, on a 2 comportements. On se dit, quelle malchance, je n'y mets plus plus. On a vu des gens qui sont arrivés dans le village qui ne sont plus jamais revenus. Parce que, effectivement, les 2 fois où j'ai été la première fois, j'ai fait le premier jour 10 km à pied, le deuxième jour 14 km à pied.
Le premier jour, j'étais avec mon cousin, il n'y a pas eu de problème, c'est en plein jour. Le deuxième jour, c'était à 19 h, on a eu une panne de voiture. J'ai dû marcher à pied sur 15 km pour arriver dans mon village. Vous faites 7 km sans voir une seule maison. Mais je me suis dit, lorsque vous naissez, vous trouvez que votre maman est malade ou a un tas, vous n'allez pas l'abandonner. Vous allez vous dire comment faire pour soigner ma maman. Oui. Donc je me suis dit, comment faire pour que ce village que j'ai trouvé comme il est, je puisse apporter une petite pierre pour que ce village, quand je serai parti de cette terre, qu'il ne soit plus celui que j'avais trouvé. Et c'est pour cette raison que lorsque je grandis, parce que je vous l'ai dit, je suis allé, c'est encore étudiant, lorsque je grandis et je commence à y aller vraiment régulièrement, très régulièrement, j'y amène ma mère, etc. Quand mon père meurt, j'ai 31 ans, je pars d'ici avec des tôles, je vais au village, je fais tomber un arbre, je construis une maison en terre battue. Pendant que, quand on enterre mon père, je reste avec mes soeurs et mes frères pendant 10 jours. Nous construisons la maison pour que les restes de mon père ne soient pas abandonnés en brousse, parce que c'était la brousse. Donc, cette maison, malheureusement, je n'ai jamais passé la nuit, parce qu'il y avait des malformations au niveau de la construction, et elle s'est penchée, et elle a été abandonnée. Je n'ai pu récupérer que les tôles et les piquets, pour après construire donc ce que j'ai appelé l'Inoyol, c'est-à-dire le lieu de repos, une maison assez confortable pour le village. Je crois que c'est le jour où je viens construire cette maison, où je viens avec un camion, après avoir passé toute une nuit à grimper la colline Nkang, la côte Nkang, que le sous-préfet est là. Le sous-préfet arrive, il est en train de faire des consultations pour la désignation d'un chef, et il interroge la population sur ce monsieur qui vient avec un camion plein de trucs, et on lui parle de mon histoire, on lui raconte mon histoire. C'est comme ça que je suis coopté dans la politique par mes frères de Yaoundé, qui avaient créé une sous-section, et par la suite, je découvre, le jour où il y a investiture, que mon nom est parmi ceux qu'on devait investir pour être conseiller municipal. Ça fait 12 ans que ça dure. Aujourd'hui, quand je fais un bilan, je dis, il peut être amélioré, ça c'est une évidence. On a un problème de route dans nos régions. J'ai été il y a là 10 jours. Je vous assure que ça n'était pas évident, ce n'était pas facile, malgré que j'ai une voiture appropriée. Mais quand j'arrivais, il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui, notre village est désenclavé. C'est plus un cul-de-sac. Nous avons de la lumière, nous avons de l'eau, grâce à la commune. Donc aujourd'hui, quand je suis au village, je regarde les mêmes chaînes de télévision que vous, la CRTV et autres. Et quand je suis au village, je peux boire de l'eau sans avoir besoin de transporter ici des bouteilles d'eau, etc. Je crois que c'est un plus. Et quand on voit ce que mes frères ont fait au village, ils ont construit plusieurs maisons. Donc c'est un coin où il fait bon vivre. Et j'y vais régulièrement avec mes enfants. Et il y a un bon vent, il y a oui, un très, très, très bon climat. Nous sommes dans une zone montagneuse qui commence par l'ouest et qui continue chez nous et qui va jusqu'à Ngordou-Touba et autres. Donc il fait énormément frais là-bas et il fait très bon vivre. Et quel projet, sûrement avec la complicité de la mairie et tes frères du village. Oui, aujourd'hui, nous avons un nouveau maire dans la commune de Ndom, M. Batiluc. À qui nous disons bonjour. À qui nous disons bonjour, qui a travaillé longtemps au ministère de l'économie, de la planification et de l'administration du territoire. Et il a beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées, notamment intéresser les élites que nous sommes au développement du village à travers les activités agricoles, piscicoles et autres. Donc nous sommes là en train de vouloir créer des plantations pour certains, d'autres l'ont déjà fait, créer des étangs piscicoles pour pouvoir utiliser la main-d'œuvre villageoise, mais également pour pouvoir, comment je peux dire ça, amener les autres à nous suivre. Parce que s'il y a un effet d'entraînement, le village sera il y aura beaucoup plus de personnes. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait avant, on parle de moins en moins de les zones rurales, on parle de zones urbaines, c'est-à-dire les gens partent de la ville pour le village. Parce que toutes les conditions, c'est qu'il y a une très bonne chose. Parce que toutes les conditions que nous avons, enfin, je veux dire, toutes les facilités de vie, on commence à les avoir. Il y a les hôpitaux qui sont créés, on a obtenu un centre de santé intégré à Ndom, à Logui-Yaga, qui malheureusement n'est pas encore terminé parce que l'entrepreneur a abandonné les travaux, mais bientôt nous aurons cet hôpital. Quelqu'un qui est là, qui veut voir un match de football Cameroun-Brésil, n'aura pas besoin de partir en ville pour voir le match, il voit le match chez lui. Vous comprenez? Donc en fait, en plus de ça, vous n'avez pas de problème de nourriture, vous n'avez pas de problème de loyer, vous n'avez pas de problème
de pollution qu'on retrouve en ville. Donc moi je pense que ce mouvement qui va de la ville vers le village va aller s'accentuant. Et nous contribuons à le faire. Moi j'y vais régulièrement et j'ai du plaisir à passer 3, 4, 5 jours au village. La dernière fois j'ai fait 10 jours. J'ai fait 10 jours et quand je dis ça aux gens, ils ne comprennent pas. Ma maison est distante d'environ 300 à 400 mètres de toute maison. J'ai passé là 10 jours seul, dans ma chambre, dans ma maison, sans avoir peur. Je sortais la nuit, si j'ai envie de prendre de l'air, je prends de l'air. Pour quelqu'un qui n'est pas né au village, pour quelqu'un qui ne connaît pas le village, pour quelqu'un, c'est aussi ça, l'amour du village. Maître, vous avez un penchant ou vers la poésie. Qu'est-ce qui vous motive? C'est une longue histoire. En fait, je suis de nature timide. Et j'avais un handicap, j'étais bègue. Oui. Alors, comment faire pour vaincre la timidité? Comment faire pour ne plus être bègue? J'entreprends dès la classe de 5e de m'inscrire au Centre culturel français ou au Centre culturel américain. À l'époque, le Centre culturel français était au niveau de Paris Dancing. Là, on sait qu'il faut y a un bâtiment juste à côté. Et le Centre culturel américain était au niveau ancien d'Alip, là où il y a la pharmacie, la nouvelle pharmacie d'Aqua. Non, oui, d'Aqua, c'est ça. Donc, je partais de la cité Sic à pied pour aller, les jeudis soirs, jeudis des jeunes, prendre les livres et les lire. Fait donc qu'en 5e, 3e, j'avais pratiquement lu la plupart des livres des auteurs de l'époque. J'ai lu Semed Ousmane pratiquement dans tous ces livres, pratiquement. Et j'ai commencé donc également à lire Henri Lopez au niveau de la poésie et autres. Donc ça fait que, à force de les lire, du coup on se met à écrire. J'ai écrit des nouvelles et je crois à l'âge de 17 ans, j'ai participé au concours de la meilleure nouvelle de langue française organisé par Radio France Internationale. Et la plus grande joie que j'ai eue, c'est de recevoir l'accusé de réception. J'envoie une correspondance, j'envoie mon manuscrit et on me dit, oui, on a reçu votre truc. Et comme je n'avais pas de boîte pour ça, c'est tombé entre les mains de mon oncle, un de mes oncles, qui inquiet du fait que je risquais de faire comme les jeunes à l'époque qui cherchaient Madame Soleil. À l'époque, les talismans, il y avait cette histoire de talisman. On parlait de Madame Mila qui Madame envoyait Mila, voilà, des bagues. qui envoyait les bagues, etc. Il a ouvert l'enveloppe et s'est rendu compte que c'était plutôt une très bonne chose. Il était très content. Donc c'est dans cette langue que j'ai commencé à écrire des poèmes, à faire des montages poétiques, à faire des montages de mise en scène théâtrale. Parce qu'à l'époque, je m'appelle au lycée de Nebel, j'ai fait le montage de la mise en scène de la pièce L'étudiant de Soweto, qui avait gagné le concours théâtral interafricain organisé par RFI. Et à l'époque, je dois dire merci à CRTV à l'époque, à Radio Douala, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce texte. Je veux dire, cette pièce n'était pas éditée. Donc nous sommes partis à la radio, on nous a donné les cassettes qu'on a écoutées et transcrites. Nous avons joué dans le cadre de la fête de la jeunesse. Nous avons joué quand je suis parti à l'université à Garoua, Ngaoundé, Maroua, Tchang, Douala et Yaoundé, cette pièce-là. Donc c'est dans cet élan que je me suis mis à écrire. Malheureusement, je commence à perdre la main. Non, mais il ne faudra pas perdre ces bonnes choses. Maintenant, nous allons sûrement, à la fin de cette émission, clamer un poème pour nos téléspectateurs. Mais avant cela, nous aimerions savoir, qu'est-ce que vous pensez du tribalisme? Qu'est-ce qui vous choque dans la vie? La plus grosse maladie. Je pense que dans un pays comme le nôtre, qui a plusieurs tribus, nous devons surmonter le tribalisme. Vous pensez? Oui, on est en train de le faire. Hein. Ça se voit, ça ne se voit pas beaucoup, mais ça se fait. Vous savez, il y a, et la meilleure manière pour moi de le faire, c'est les mariages interethniques. Moi, j'ai la chance d'avoir épousé une fille qui n'est pas de chez moi, elle est Douala. Oui. J'ai la chance que mes neveux soient de Ngumba, les enfants de ma petite sœur, que j'ai des neveux à Banjoun, à Sela Banjoun, que j'ai les neveux à Baganté. Pour ne citer que ça. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un problème, à l'Olodof, je me sens concerné parce que mes neveux sont de l'Olodof. Tout à fait. Lorsque j'ai un problème à Banjoun, tu sais que ma belle famille, la famille maternelle de mes neveux, c'est à Banjoun. Donc je me sens concerné. Je pense que nous devons tous combattre le tribalisme.
J'ai vécu, j'ai été au Rwanda, j'aime le dire chaque fois que je vais intervenir, et j'ai vu les méfaits du tribalisme, les méfaits de l'exclusion avec le génocide rwandais. Je dis, lorsqu'on a vécu ça, même si on était un peu tribaliste, on fait tout pour évacuer la tribu. Je ne dis pas que la tribu n'est mauvaise. Vous voyez bien que je parle de mon village avec fierté, parce que je sors de quelque part. Mais cela ne doit pas même m'empêcher de considérer toi ou peut-être autre personne qui n'est pas de chez moi comme mon frère. Je dois pouvoir considérer tout Camerounais, tout être humain comme mon frère. Parce que c'est ça, en fait, le développement. Si nous dépassons le stade de la tribu, que nous mettons en exergue la compétence et l'amour de l'autre, je pense que notre pays va progresser. Et clairement, et atteindra l'émergence en 2035. J'aime bien souvent dire avant 2035 parce que nous avons les capacités et nous avons les moyens. Comme disait Belkatobi, on a tout cela. Maître, on sort de cet entretien, à moins que vous ayez quelque chose d'autre, un message à l'endroit de vous, hein, les hommes de la loi, parce que nous vous en voulons parfois. On dit que la vérité n'est pas dans vos jugements et les innocents sont emprisonnés et ceux qui sont coupables sont libres. Je ne défends pas les magistrats, hein. C'est eux qui rendent la justice. Hein. Nous, on participe au rendu de la justice, mais ce n'est pas nous qui la rendons. Nous participons tout simplement. Mais vous savez qu'il faut savoir que la justice est rendue par les hommes. Qui dit homme dit des défaillances. Ça peut être des intervenances volontaires comme involontaires. Il y a des fois où les juges se trompent. Certains appellent leurs collègues ou appellent des avocats pour les aider dans la compréhension d'un dossier. C'est normal, c'est de faire preuve de l'humilité. Il peut arriver également qu'on ait des contraintes liées à la famille. C'est-à-dire lorsque vous avez en face de vous votre voisin ou un ami ou un beau-frère, vous ne rendrez pas la justice comme si vous la rendez à un inconnu, pas nécessairement. Il y a donc ces facteurs subjectifs qui rentrent. Et en plus, comme on dit, la justice, le juge n'a que sa conscience et la loi. Or, la conscience, elle varie. Nous pouvons avoir une conviction qui n'est pas la vôtre, alors que dans le même dossier. C'est-à-dire, si vous passez devant moi, j'aurais pu vous donner 2 ans ou vous libérer, alors que vous passez chez mon voisin, vous donne 3 ans, 4 ans ou 5 ans de prison. Donc tout ça, tous ces facteurs rentrent dans le rendu de la décision. Pour faire partie du comité de suivi de l'évaluation en charge du système judiciaire, je connais l'État, parce que nous avons eu à les inventorier dans le cadre de notre comité, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, comment faire pour pouvoir trouver des solutions à ces problèmes-là. L'une des raisons qu'on évoque la plupart du temps pour lutter contre la corruption dans la justice, c'est la revalorisation des conditions de travail. De l'appointement des magistrats, mais également les conditions de travail. Lorsque le magistrat doit frapper sa décision à partir de ses propres moyens, ou bien aujourd'hui, grâce à la coopération avec l'Union européenne et d'autres structures, il y a des machines, il y a les micro-ordinateurs, les magistrats peuvent eux-mêmes frapper leurs décisions, ont des conditions de vie relativement bonnes, des salles climatisées, etc. Mais lorsqu'un magistrat doit sortir de chez lui sans avoir une belle voiture, sans avoir une voiture qui marche, pas une belle forcément, une voiture qui marche, qui doit rendre une décision, prendre le taxi à 2 h du matin, il a bien peur. Si tout ce qu'il a rendu une décision contre un bandit, etc., ses complices peuvent l'attendre dehors. Donc, on doit pouvoir donner les conditions, les moyens d'existence. Ne serait-ce que les moyens minimums. Minimum, c'est-à-dire pour que ces gens-là puissent rendre la décision. Qu'ils ne soient pas exposés à la tentation qui est tout le temps à portée de main. On dit souvent que l'occasion fait le larron. Lorsque le gars a quand même, lorsque vous sortez de votre maison, vous laissez que votre enfant est sorti de l'école parce qu'on n'a pas payé l'école, vous arrivez, quelqu'un vous propose de l'argent, parfois vous n'hésitez pas longtemps à accepter. Alors que si vous avez payé, vous avez un minimum qui vous permet de régler vos problèmes. Personne n'est entièrement satisfait. Lorsque vous avez un minimum, pour vous dire le reste, vous avez votre conscience qui va vous permettre de juger sans difficulté. Oui, mais maître, n'oubliez pas qu'il y a plus pauvres que vous et les autres. Je ne justifie rien. J'essaie d'expliquer. J'essaie de vous dire la réflexion qu'on a eu à mener, qui n'est pas parfaite, mais qui justifie un peu ce qui se passe parfois. Parce que notez-vous bien que vous savez bien que avant la réduction des salaires,
la diminution des salaires et tout ce qui s'est passé, et tout ce qui a eu lieu à partir de, et qu'on appelle ça, en 94 avec la dévaluation de France CFA, avant, il y avait moins de corruption. On en parlait moins, surtout au niveau des journaux, au niveau des tribunaux. Par la suite, on s'est rendu compte que c'était difficile pour les magistrats de rendre la bonne justice. Et nous espérons qu'avec ce poème que vous clamez, qui parle de l'amour, les magistrats et nous changerons de manière de voir les autres et de prêter et donner justice, rendre justice. Parce qu'il y a aussi oui, ça, sauf que c'est mon poème, c'est pas un poème d'amour entre les hommes, c'est un poème entre un homme et une femme. Enfin, c'est... Ce poème, c'est l'un des premiers poèmes que j'ai eu à faire. Je l'ai fait, j'avais 19 ans. J'étais en terminale au lycée de Nebel. Je l'ai intitulé Ange. Qui me dérobera de ce regard ensorcelant, qui me déchiffrera ce langage plein de signes, qui de moi éloignera ce souvenir indélébile, témoin de mon premier amour. Ange, entends-tu ce langage ésotérique, né d'un amour chagriné, frustré dans un silence immuable, jamais mes lèvres il n'a pu effleurer. Mais toi, fine fleur, je crois que tu m'as comprise. Ne serais-tu pas né pour me comprendre? Dulcinée, pourquoi avoir prolongé ce silence jusqu'à la scène amour naguère ardent? Pour répondre, je n'ai eu que sourire. Mais ton sourire doit-il apaiser ma soif ou tout simplement raviver mes espoirs? Comprends, ange, comprends, douce créature, je suis né pour t'aimer. Les dieux ne sont-ils pas d'accord de notre union? Plusieurs lunes durant, à côté de moi, ils t'ont placé. Prépare-toi donc, douce âme, prépare-toi pour notre odyssée. Par une nuit pleine d'étoiles, sur un chemin parsemé de roses, bercé par la litanie de la junte ailée, nous embarquerons pour un voyage nuptial. Nous nous écarterons des âmes jalouses, nous nous éloignerons des yeux indiscrets, obstacle à notre union. Il n'y a pas d'obstacle en manière de savoir, mesdames, messieurs. Vous avez tous l'opportunité de passer à cette tranche qui se veut une tribune pour permettre aux uns aux autres de livrer leur savoir-faire. Maître Joseph Claude, merci, bon vent. Et nous espérons que Lori Yaga ira grandissant. C'est mon souhait. Bonne journée, mesdames et messieurs. Un bonjour spécial de tous ceux qui nous écoutent du côté de Lori Yaga, c'est dans la Sanaga maritime. C'est un village de Ndom.